Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Antonin Arc et je suis content de vous accueillir sur RiseX pour cette troisième vidéo dédiée à démystifier les marchés financiers. Après avoir vu comment battre le marché dans le temps avec la gestion du risque, aujourd'hui je vous propose de passer à l'analyse technique. Alors comme ça, l'analyse technique peut sembler complexe, mais accrochez-vous bien, dans cette vidéo on va avoir des concepts clés et simples à appliquer dès maintenant et dès aujourd'hui sur vos portefeuilles. Alors, on s'abonne, on clique sur la cloche pour ne rien rater de RiseX et c'est parti. Avant de continuer, je tiens à préciser que cette vidéo a un but pédagogique et à ce titre-là ne représente pas un conseil financier personnalisé. Commençons par le commencement. Dans ce monde fou des marchés financiers, il y a deux piliers fondamentaux de l'analyse. L'analyse dit fondamentale et l'analyse dit technique. L'analyse fondamentale, elle, se base sur les fondements de l'actif, comme par exemple l'état d'une société, ses bilans, sa gestion, ses produits et ses services, pour évaluer sa santé financière et donc son prix réel sur le marché. Finalement, l'analyse fondamentale, ça a la conviction que le prix des marchés n'est pas toujours celui du prix réel de l'actif. Et donc en étudiant le fondement même de l'actif, nous, on peut trouver justement le prix réel du marché. Contrairement à l'analyse fondamentale, l'analyse technique se base sur les mouvements des prix pour en déduire des points d'entrée ou un scénario futur. La vérité est que ces deux méthodes sont diablement efficaces si on sait bien les utiliser. Elles permettent d'en déduire des scénarios et donc de maximiser nos chances de réussite sur les marchés. Alors attention, il s'agit d'outils et pas de sciences exactes. Et votre psychologie peut vous amener à travailler l'une, puis l'autre, ou même les deux. Base. Principe de l'investissement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous parler d'une certaine logique à prendre en compte dès maintenant. Il y a plusieurs types d'actifs sur les marchés financiers. Par exemple, il y a les actions qui représentent la valeur de sociétés comme BNP ou Apple. Mais il y a aussi le marché des matières premières qui représente le prix d'une matière première à l'international, comme l'or ou le pétrole. Il y a aussi le marché dit des devises qui représente la force d'une monnaie par rapport à une autre, comme l'euro sur le dollar américain. Et pour finir, il y en a plein d'autres comme les crypto-monnaies par exemple. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que chacun de ces actifs a une logique. Par exemple, si je reprends les actions, elles sont fondamentalement haussières. Alors je sais ce que vous allez me dire, non, 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 pas toutes. Oui, je suis d'accord, mais le principe même d'une société, c'est quoi? C'est que moi, société, je crée une part sociale de mon capital pour le donner à des opérateurs de marché. Ces opérateurs de marché me donnent de l'argent et moi, avec cet argent, je vais aller l'investir. Et je vais espérer grossir grâce à ces investissements. Si je grossis, alors dans ce cas, on est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'argent de l'opérateur qui m'a fait confiance va grossir autant que moi je vais grossir. Et par contre, il y a d'autres types de marchés qui ne sont pas fondamentalement haussiers. C'est le cas par exemple du marché des devises, le fameux Forex. Vu qu'il représente des échanges entre deux pays, il y a des pays qui vont vouloir avoir une monnaie forte alors que d'autres pays pas nécessairement. Je dis ça seulement pour vous inviter à choisir des actifs qui font sens pour vous. Si c'est celui des actions, tant mieux. Si vous êtes attiré par la tech et le marché des crypto-monnaies, allez-y. Je vous invite à vraiment que le premier actif que vous choisissez fasse du sens pour vous. Acheter en bas et vendre en haut. Ça paraît stupide comme ça. Mais je vous assure qu'on s'est tous fait avoir à un moment donné. Et plus tôt vous aurez compris ça, plus tôt vous allez maximiser vos gains. Voici un graphique simple avec en haut une zone orange et en bas une zone verte. Et la logique en tant qu'investisseur est plutôt simple, c'est-à-dire que vous devez vous concentrer à acheter des actifs dans la zone verte et plutôt vendre, donc prendre des bénéfices dans la zone orange. Je dis bien plutôt, parce que bien sûr, si votre actif est fondamentalement haussier, on va garder une partie pour aller voir plus haut. Et oui, 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 c'est aussi simple que ça, mais on a tendance à l'oublier parfois. Allez, vous voulez une façon rapide de repérer ces moments, ces zones? Dans le rouge, tout le monde est pessimiste. C'est la fin du monde. Je te l'avais dit, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as acheté du Bitcoin? C'est n'importe quoi, on est dans la fin d'un cycle. C'est finalement une période assez stressante pour tout le monde, parce qu'on a l'impression que tout va mal. Eh bien, vous, en tant qu'investisseur, c'est là que vous devez vous renseigner. C'est là que vous devez faire vos courses sur vos actifs favoris. C'est là que vous devez prendre du recul par rapport aux autres et vous dire, ok, ouais, mais où est-ce que sont les opportunités? Est-ce que c'est vraiment un drame atroce ou est-ce que c'est le moment de faire ses courses? Et envers et contre tous, je vous invite à faire vos courses à ces moments-là. Et dans la zone verte, c'est tout l'inverse. Tout le monde vous parle investissement. J'ai une anecdote à ce sujet. Un jour, quand le Bitcoin était sur 60 000, ma tante, qui ne s'intéresse ni aux investissements, qui ne sait à peine ce que c'est qu'une action, me pose la question, est-ce que je peux acheter du Bitcoin? Est-ce que c'est le moment, Antonin, et comment je fais pour en acheter? Incroyable. Et de façon générale, si vous vous intéressez à ces marchés-là et que vous en parlez autour de vous, vous allez voir que quand les marchés sont très hauts, tout le monde vous parle d'investissement, de marché financier, de crypto-monnaie super géniale, etc. Les réseaux sociaux s'enflamment. Ils vont vous dire que cette personne a vendu sa maison et a acheté cet actif incroyable, que cette action a fait plus de 200% les 3 derniers mois. Enfin, vous l'avez compris, tout est vert, tout le monde il est mignon, tout le monde il est beau. Eh bien vous, en tant qu'investisseur, c'est à ce moment-là où vous devez vous dire, ok, ben là, moi je vais commencer à prendre mes bénéfices. Et déjà, si vous respectez ça, alors vous allez grandement augmenter vos chances de réussite sur les marchés financiers. L'analyse technique
Support et résistance. Vous l'avez compris, la base de l'analyse technique, c'est bien de repérer ces zones basses et ces zones hautes. C'est ce qu'on appelle des supports et des résistances. Le but finalement de l'analyse technique, c'est bien de trouver des zones simples que tout le monde est capable de voir. Le but étant de chercher un consensus. Plus il y a de personnes, d'opérateurs de marché qui ont vu ce que vous avez vu, plus il y a de chances que vous maximisez ce consensus. Et je vous propose de voir ça graphiquement tout de suite. Nous sommes ici sur une action, j'ai pris Apple pour le commencement, et la première chose, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est être sur l'unité de temps la plus longue, donc mensuelle. C'est-à-dire que chacune de ces bougies représente un mois. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dézoomer le plus possible pour voir tout simplement le plus d'informations possible à l'écran et juste en déduire le sens dit fondamental. Vous voyez, le fameux. Dans le cadre d'Apple, on voit bien que entre 2000, 2001, 2009, là, elle est littéralement haussière. Donc son sens fondamental est haussier. Une fois que vous avez fait ça, je vous invite à zoomer tout simplement sur quelque chose qui vous paraît être agréable à l'œil nu entre, on va dire, les 5 dernières années, voire les 10 dernières années. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement chercher ce qui nous choque à l'œil, les niveaux horizontaux qui nous choquent à l'œil. Par exemple, les derniers plus hauts, mais aussi les derniers plus bas, et puis éventuellement tout ce qui vous choque à l'œil, d'accord? Le but du jeu dans cette première partie, c'est d'être efficace et simple. Ensuite, on va tout de suite passer en données de temps hebdomadaires, c'est-à-dire que chacune des bougies va être en données de temps hebdomadaires, et je vais tout simplement, dans un premier temps, affiner ce que je viens de faire précédemment. C'est-à-dire que je vais regarder par exemple les derniers plus hauts, et je vais me dire, mais tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus visuel? Et là, je vois que je n'ai pas seulement un plus haut, mais j'en ai trois. J'en ai un ici et un ici. Et cette fois, je vais prendre un rectangle, et comme ça va me permettre d'afficher ces zones de façon plus fiable. Le but va être de me dire, finalement, je ne prendrai pas des bénéfices au niveau de 199, mais plutôt à partir de 196. Une fois que j'ai affiné mes zones, je vais pouvoir aussi les vérifier. Je vous montre ici, par exemple, j'aime bien ces derniers plus bas là, en unité de temps hebdomadaire, mais je me demande, ok, enfin, c'est peut-être trop léger ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres points d'appui qui ont été utilisés dans le passé? Et du coup, je vais tirer ma zone pour voir si justement, dans le passé, ça a été validé. Et là, je peux voir qu'effectivement, ça a plutôt pas mal réagi ici, un petit peu là, même si elle est plus haut, etc. Une fois que j'ai affiné ces zones, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement du premier coup d'œil regarder, comme dans l'unité de temps précédente, s'il n'y a pas des choses qui me choquent. Et là, ce que je peux voir, c'est que cette zone-là m'intéresse dans le sens où je vois bien qu'elle a été utilisée plusieurs fois. Par contre, c'est pas forcément le cas de cette zone-là, qui finalement n'a pas été utilisée plus que ça. Par contre, au-dessus, je vois qu'il y a plusieurs petits bas de bougies qui me montrent que cette zone a déjà été débattue. Donc je vais la mettre aussi et vous allez voir, je vais y revenir. Et à partir de là, déjà, j'ai une très bonne base pour pouvoir travailler. La seule chose que je peux me permettre éventuellement, c'est d'aller affiner sur des unités de temps dites journalières. Et je pense par exemple à cette petite ligne-là, là, qui justement en hebdomadaire, j'étais plutôt hésitant. En termes de zone, on a quand même en unité de temps journalière plusieurs plus bas qui ont réagi dans cette zone-là. Pour conclure, je vous invite de toujours travailler comme ça. La première chose, c'est de prendre le graphique sur l'unité la plus longue possible pour en déduire le sens fondamental de votre actif. Ensuite, on va afficher le graphique sur ce qui vous paraît être le plus logique. Généralement, ça va être les 5 dernières années ou les 10 dernières années. Et là, du premier coup d'œil, mettez les premiers niveaux horizontaux que vous voyez. Vous pouvez voir dans certains cas des grosses droites de tendance, c'est le cas sur McDonald's, mais globalement les droites de tendance, donc les niveaux qui ne sont pas horizontaux, sont toujours plus faibles que les niveaux horizontaux. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez affiner sur l'unité de temps hebdomadaire en ne traçant plus forcément que des lignes, mais en étant sur des zones. Une fois que vous avez affiné en unité de temps hebdomadaire, pareil, vous pouvez voir s'il n'y a pas des nouvelles choses qui vous sautent aux yeux, comme des nouveaux niveaux horizontaux ou voir des nouvelles droites de tendance. Et à partir de là, déjà, c'est pas mal. Si vraiment vous avez un doute, vous pouvez affiner en unité de temps journalière pour encore une fois avoir des nouvelles zones validées hebdomadaires. Mais c'est tout, ça suffit largement pour faire des plans. N'oubliez jamais que plus vous descendez dans les unités de temps basses, plus vous aurez ce qu'on appelle des faux signaux. En plus de ça, vous avez compris qu'il faut d'abord commencer par le mensuel, ensuite passer par l'hebdomadaire, ensuite passer par le journalière et ensuite descendre dans les unités de temps plus basses. N'oubliez pas du coup cet équilibre à trouver entre temps passé devant les écrans et efficacité. Et dans tous les cas, si vous êtes en période d'apprentissage ou que votre portefeuille ne se tient pas très bien, je vous invite à vraiment passer sur des unités de temps longues et vous allez voir, c'est beaucoup plus facile finalement. L'analyse technique, les indicateurs techniques. Au niveau de l'analyse technique, donc dans la grande famille de l'analyse technique, il y a plusieurs sous-domaines. Un des sous-domaines qui est intéressant sont les indicateurs techniques. Beaucoup s'accordent à dire qu'il y a une grande part de subjectivité quant à la lecture des indicateurs techniques ou même à leur utilisation. Pour moi,
un indicateur est là pour vous aider, vous, et combler un défaut du trader. Par exemple, si je me trouve un petit peu trop agressif, c'est-à-dire que j'ai tendance à prendre la position vraiment sur la zone verte que je viens d'identifier, sans pour autant attendre quelques confirmations que ce soit. Et que je me rends compte que je me fais souvent déborder, c'est-à-dire que j'ai d'abord un petit peu de rouge avant que ça remonte dans le vert. Bah, dans ce cas, j'estime que je suis trop rapide et j'ai trouvé un indicateur qui va ralentir tout simplement ma stratégie, ma méthode d'investissement et de trading. Et aujourd'hui, je vous propose, pour illustrer un petit peu ce monde-là, de voir deux indicateurs ensemble avec leurs avantages, leurs inconvénients et des manières simples de les utiliser. Nous sommes ici sur TradingView et pour trouver les indicateurs, je vous invite à cliquer sur indicateur. Ensuite, tapez le nom de votre indicateur, par exemple moyenne mobile, et de commencer déjà par tout ce qui est natif, c'est-à-dire sans aucune stratégie qui lui est adossée. Par exemple ici, moyenne mobile simple. Une fois que vous avez fait ça, en haut à gauche de votre écran, vous pouvez cliquer sur l'onglet configuration, changer le style de votre moyenne mobile et surtout les paramètres d'entrée. Pour mon exemple, je me suis permis de rajouter 3 moyennes mobiles. Donc en rouge, vous avez la moyenne mobile 9 périodes, donc de courtes périodes. La moyenne mobile en bleu, c'est la moyenne mobile 50 périodes. Et la moyenne mobile violette, c'est la moyenne mobile 99 périodes. Vous l'avez compris, leur avantage réside dans le fait que déjà, visuellement, on peut voir la tendance pratiquement instantanément de l'actif. Leur seul inconvénient, c'est que leur calcul est en clôture de bougie, et donc elles vont manquer de précision. Et côté utilisation, il y en a moult. Par exemple, sur les moyennes mobiles de moyenne période, la moyenne mobile 20 périodes et 50 périodes par exemple, qui vont vous montrer la tendance moyenne de l'actif, vous pouvez vous l'utiliser comme indicateur de momentum. C'est-à-dire que vu que vous ne savez pas jusqu'où Apple va monter, par exemple, vous vous dites, ok, au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes, je ne fais qu'acheter l'actif. Par contre, quand le cours passe dessous, je me méfie, parce qu'on est arrivé sur des phases de marché qui sont plutôt neutres, c'est-à-dire en range, et oui, ça arrive même sur des actifs en forte tendance. Et pour le repérer, regardez, c'est très visuel, la moyenne mobile va se mettre à plat, alors que quand elle est dans une tendance, elle va se mettre dans la tendance. C'est un petit peu pareil pour les moyennes mobiles de longue période, ça va vraiment vous montrer la tendance de long terme. On voit que par exemple ici, la moyenne mobile 99 était très haussière entre 2019, 2020, 2022, mais qu'elle commence à légèrement remettre en doute la tendance immédiate de l'actif. Et donc de court terme, par exemple, les moyennes mobiles 7 et 9 peuvent nous servir de signal. Par exemple, je vois bien que j'ai un range entre 168 et 130, mais quand est-ce que je rentre en position? Par exemple, je pourrais décider de rentrer en position quand justement j'ai une cassure de l'actif dans le sens de mon plan. Ce qui fait que je ne me précipite pas forcément à l'achat en approche d'une zone, mais je vais vraiment attendre une confirmation, ce qu'on appelle un signal. Et le deuxième actif que j'adore tout particulièrement, ce sont les bandes de Bollinger. Si j'ai un conseil dans les paramètres, en style d'entrée, je vous propose d'enlever la moyenne mobile du milieu, qui est en fait une moyenne mobile 20, et le background. Ça vous permet d'avoir tout simplement plus de visibilité. Un petit peu comme les moyennes mobiles, du premier coup d'œil, on peut voir la tendance de l'actif. C'est-à-dire que quand les bandes de Bollinger se mettent dans la tendance, alors l'actif est fortement haussier, alors que quand les bandes de Bollinger sont plates, on peut dire que l'actif est en range ou neutre. Et pareil, si les bandes de Bollinger sont baissières, alors l'actif est baissier. Et en plus, on peut voir la volatilité de l'actif. Quand les bandes de Bollinger ont tendance à s'écarter de notre cours, alors on est dans une période extrêmement volatile. Alors que quand les bandes de Bollinger commencent à se resserrer sur l'actif, justement, la volatilité commence à s'estomper. Le seul inconvénient de cet actif, c'est que vu qu'il partage certains calculs des moyennes mobiles, comme les fermetures des bougies, on peut dire qu'il manque de précision. Nous sommes ici sur le graphique justement et regardez ce que je vous montrais précédemment. Quand les bandes de Bollinger sont relativement plates, l'actif se met tout de suite en range, ou plus précisément, quand l'actif se met en range, les bandes de Bollinger se mettent plates, alors que quand l'actif commence à accélérer, les bandes de Bollinger, elles s'écartent. Et plus présentement, par exemple, dans nos actifs qui est en range en ce moment, Apple entre 199, 196 et 165, 168, et que les bandes de Bollinger se resserrent, on peut voir qu'il y a une manque de volatilité au niveau de Apple. Et du coup, je vous disais, ça peut valider nos zones. Oui, si Apple se rapproche des 199, on va pouvoir, grâce aux bandes de Bollinger qui seront sûrement vers 196, 197, se dire, ok, en fait, on ira peut-être pas jusqu'à 199 dans un premier temps, mais plus 197. Et ça nous donne finalement une zone parfaite de prise de prix. Et pareil, quand acheter Apple, on pourrait se dire, ok, je vais l'acheter ici parce qu'on est quand même sur une grosse résistance mensuelle, et en même temps, nos bandes de Bollinger ne sont pas là. Donc, ça mériterait peut-être un petit peu de patience pour voir si on peut pas descendre vers 177, 174, voire même 170, là où sont les bandes de Bollinger aujourd'hui, parce qu'elles vont peut-être se mettre à plat. Et donc, dans ces cas-là, ça affinera mon point d'entrée qui ne sera pas 165 ou 174 ou 177, mais bien 170, 171. Alors, je vous parlais d'utilisation des bandes de Bollinger comme signal.
signal. Alors moi, personnellement, j'adore ce signal-là sur des unités de temps longues ou sur des unités de temps faibles. C'est quand les bandes de Bollinger sont à plat et qu'elles restent à plat, hein, d'accord, qu'elles ne s'ouvrent pas. Ben dans ce cas, on voit qu'il y a une réaction qui est pratiquement instantanée sur l'actif. Ce genre de configuration, j'adore justement pour me positionner au plus proche de cette ligne-là. Et donc là, ça va me faire une entrée, par exemple, à 126. Alors, je suis désolé, mais il n'existe pas d'indicateur qui vous permettent de lire à 100% le marché. Je dirais même que la recherche de ces indicateurs va vous faire perdre du temps. Et voilà, c'est déjà la fin de cette troisième vidéo sur RiseX. J'espère que cette vidéo vous a vraiment fait comprendre que les indicateurs techniques et l'analyse technique ne sont que des outils qui vont vous aider à performer et à maximiser vos gains sur les marchés, mais qu'il ne faut pas oublier le concept de base. Quand on est sur des zones oranges, on a plutôt tendance à prendre des bénéfices, alors que quand on est sur des zones vertes, là on va s'activer et on va vraiment aller chercher nos opportunités et faire nos courses. Et ça, envers et contre tous. C'était Antonin Arc, merci beaucoup de votre temps et on se retrouve très rapidement sur RiseX. Allez, ciao!